moi j'ai réagi, c'est vrai, comme représentant du peuple. Mais comme j'aime toujours à le rappeler, je suis fils d'un professeur de lycée. Je suis l'époux d'un professeur de lycée ou d'une professeure de lycée. Je suis l'aîné d'une fratrie de 10 enfants, dont 3 sont professeurs de lycée. J'aime souvent rappeler cela, c'est important. Donc, tout ce dont parlent les enseignants dans leurs documents qu'ils ont rendus publics, je sais très bien de quoi il s'agit. Parce que je sais quand est-ce que mon épouse a eu son premier salaire. Je sais après combien de péripéties chacun de mes cadets professeurs de lycée, dont un en service à l'ouest, l'autre au nord, d'ailleurs là où un enseignant est décédé l'autre jour, mon cadet est en service à Pouli, et l'autre dans le littoral. Donc, vous savez, avec cette revendication des enseignants, je pense que l'incurie de l'État du Cameroun a atteint, dans l'opinion, un point culminant. Comme je vous l'ai dit, moi qui suis proche des enseignants, je sais très bien de quoi il s'agit. Mais beaucoup ne le soupçonnaient peut-être pas. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se réveillent. J'ai envie de dire aux Camerounais, voilà l'État qui nous gouverne. On a parfois envie de leur demander, finalement, en dehors de la fraude électorale, de quoi d'autre avez-vous la maîtrise, finalement? Parce que, je dois vous le dire, pour avoir fait plusieurs élections, que l'intelligence de fraude de ces gens est probablement à classer parmi les meilleurs de la planète. Mais une fois qu'ils ont fait ça, pour rester 40 ans au pouvoir, finalement, que savent-ils faire d'autre? Parce qu'une telle inhumanité, de quoi on parle juste? Parce qu'on s'étale, on va dans tous les sens. Je rappelle que les mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours avaient déjà été annoncées en 2017, suite à une autre grogne d'enseignants. Nous sommes dans un pays où on parle de budget-programme. Budget-programme. Nous sommes dans un pays où on vous fait des annonces comme quoi les recettes fiscalo-douanières ont été collectées à hauteur de 100%, voire 110, 120%. Donc on vous dit qu'il y a de l'argent. On est dans un pays, M. Dipita Tongo. De quoi on parle? On parle des gens qui présentent un concours. On leur dit, nous voulons pour telle matière, dans telle école normale, 10 places, 20 places. Ils sont reçus à ce concours. Ils suivent des enseignements pendant 2 ans pour ceux qui entrent avec la licence, 3 ans pour ceux qui entrent avec le bac, voire 5 ans d'ailleurs pour ceux qui, étant entrés avec le bac, veulent continuer après les 3 ans. Donc, on les voit venir. Au moment où ils sortent de l'école, ils déposent toutes sortes de documents. Mais lorsqu'ils sortent de l'école, il y en a qui font 10 ans sans salaire. C'est juste pas possible. Il y a d'autres corps de métier de l'État qui passent par des concours. Alors, je ne sais pas si dans la police, par exemple, parce que c'est aussi un concours, il y en a là-bas qui font 10 ans sans salaire. Je ne sais pas si à la gendarmerie, il y en a là-bas qui font 10 ans sans salaire. Je ne sais pas si à la magistrature ou au sein des corps de greffiers, il y en a qui font 10 ans sans salaire. Parce que jusqu'ici, ou des médecins, eux aussi, sont recrutés par concours. Donc, il y a une sorte de délaissement et de négligence d'un corps qui est pourtant au cœur de l'État. Peut-être les gens ne connaissent pas les chiffres. Les enseignants du secondaire seulement, ils représentent aujourd'hui 34% des effectifs de la fonction publique. Je dis du secondaire, je ne vous parle pas du primaire et du supérieur. C'est-à-dire de 2010 à 2020, selon leurs propres chiffres. Absolument. Ils sont passés de 30 600 à 80 400, seulement en 10 ans. Donc ils sont aujourd'hui 34% des effectifs et représentent environ 32%
de la masse salariale, disons même du traitement du personnel, parce qu'on va rentrer là-dedans. Alors, comment ils peuvent être aussi importants par la taille, aussi importants par les enjeux qu'il y a autour de l'éducation? Je rappelle que le profilage du citoyen dans une société, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Et comment ils peuvent faire l'objet d'un tel délaissement? J'entends d'ici des gens qui disent « Ah tiens, il fait de la récupération politique. » Comme quoi, certains sujets seraient interdits parce qu'on porte la tunique d'homme politique. Je rappelle encore à quel point, du point de vue de ma famille, je suis concerné par tout cela. C'est juste inadmissible. Tout le monde a été déchiré, contrit par l'annonce de la mort de Hamidou. Mais avant sa mort, la vidéo qu'il avait faite, professeur d'EPS, depuis mars 2012, resté sans salaire à Beka, où il était le seul enseignant de la 6e en terminale. Comment cela est-il possible? Et j'en viens à votre question parce que le gouvernement aurait pu, en fait, en temps normal, c'est un sujet tellement délicat, honteux, inhumain, par la perception, qu'en fait, le gouvernement se serait montré pressé de camoufler son incurie, sa médiocrité, son inhumanité, en résolvant immédiatement ce problème. Et de quoi on parle? On parle des salaires. Parce que jusqu'ici, les revendications, oui, il y a une part de revendication sur l'augmentation, mais sur le gros des revendications. Mais lorsque vous le disiez, les salaires, c'est connu. C'est quoi la masse salariale? Qu'est-ce qui compose? Il y a une base indiciaire. Il y a des prestations familiales qui sont obligatoires, et puis il y a des primes. Comment vous expliquer qu'on ne puisse pas les payer? La masse salariale, et je vous ai dit que je revenais là-dessus tout à l'heure, au Cameroun, c'est environ 1000 milliards 100. 1000 milliards 100. Voilà ce que représente dans le budget des 5700 milliards votés récemment. Voilà ce que ça représente. Donc on tourne justement autour de 35%. 35%, mais je vais vous expliquer 35% de quoi. Parce que nous sommes en zone CEMAC. Et il y a des règles communautaires qui fixent le ratio de soutenabilité de la masse salariale à 35%. Du budget. Non, pas du budget. 35% des recettes fiscalo-douanières collectées ou projetées. Et dans le budget qu'on a voté récemment de 5700 milliards, les recettes fiscalo-douanières sont justement de l'ordre de 3000 milliards 100. Donc, lorsque vous prenez la masse salariale qui est de 1100 milliards, enfin j'arrondis, hein, c'est un peu moins, c'est 1083, quelque chose comme ça, vous êtes justement dans l'ordre de 35. Mais eux-mêmes, ils ont annoncé, lorsque le Premier ministre est venu à l'Assemblée, qu'ils iront au-delà. En fait, le Cameroun a toujours été au-delà. Et c'est là où ça devient intéressant. Le Cameroun a toujours été au-delà des 35% du seuil de soutenabilité. Et à chaque fois, on parle donc du traitement du personnel. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que quand on dit masse salariale, en fait, est un sous-groupe du terme générique traitement du personnel de l'État. Et c'est là où les traits de la gabégie apparaissent. Parce que seule la gabégie, je vous l'ai dit, et l'incurie justifie ce qui arrive aux enseignants. Prenez ces 1100 milliards. Comment c'est affecté? Faites une division, hein. Tout le monde a sa calculatrice. Si vous faites 1100, c'est sur l'année. Donc si vous divisez par 12, vous vous retrouvez à un peu moins de 100 milliards par mois que ça coûte à l'État. Et si vous divisez, puisqu'on est sur l'État, aujourd'hui, le nombre d'agents, le nombre de personnes que l'État paye par mois, c'est un peu moins de 350 000. Mais arrondissons à 350 000. Donc, si vous divisez, mais je fais un exercice plat, hein, si vous divisez les 100 milliards, ou un peu moins d'ailleurs, c'est autour de 92 ou 93 milliards, vous vous rendrez compte que si on devait payer le même salaire à tous les agents de l'État, c'est-à-dire du planton au mieux payé, tout le monde aurait donc environ 270 000 francs par mois. Ce qui est marge au budget de l'État, hein, ça ne vous concerne pas, vous êtes du privé. Absolument. Ça veut dire que le problème de la masse salariale du Cameroun, c'est son équité, c'est son affectation, c'est sa répartition.
Souvenez-vous, peut-être vous avez oublié, du petit scandale, c'était un buzz, hein, qu'il y avait eu en 2020. Lorsque le ministre délégué à la justice, le ministre Momo, avait dans une interview dit qu'il gagnait 900 000 par mois et qu'il avait 10 millions de fonds de souveraineté. Absolument. De fonds de souveraineté trimestriellement, pas par mois. Je crois que c'est ce qu'il avait dit. Vous vous rappelez du buzz que ça avait fait à l'époque, c'était estimé, mais justement, vous savez, quand il vous donne ces deux chiffres sont en fait dans deux sous-ensembles. Quand il vous dit, j'ai 900 000, on pourrait mettre ça dans la masse salariale. Mais les autres 10 millions dont il vous parle, ça ce n'est plus la masse salariale. Ça rentre dans le grand ensemble de traitement de personnel de l'État. Ça veut dire dans le traitement du personnel de l'État, vous mettez donc la voiture de service, vous mettez les missions, vous mettez les fonds de souveraineté, vous mettez les hôtels particuliers, vous mettez un certain nombre de choses. C'est donc là, en réalité, que se loge l'inhumanité. En fait, ceux qui doivent décider de la vie des enseignants sont pour la plupart ceux qui jouissent de cette iniquité qu'il y a dans la répartition. Et du coup, ça les coupe de la vraie vie des autres. À cela, évidemment, vous ajoutez donc la corruption qui règne partout. Et là, on parle des salaires. Tout le monde sait. Moi, mon épouse, par exemple, je crois qu'elle a attendu, c'est plus 24 mois, je ne sais plus. Je lui avais dit, je ne veux pas entendre que le moindre copec, de toute façon, on n'en avait même pas à donner. Mais tout le monde connaît ce qu'il faut donner dans tel ministère ou dans tel autre pour que le dossier sorte. Il faut donner quoi? Parce qu'il se passe que tous les mois, il y a une enveloppe qui est dégagée par le ministère des Finances pour régler ces questions, ce qui est tout à fait normal. Ou tous les mois ou tous les ans, mais de toute façon, il y a une enveloppe qui est dégagée pour régler ces problèmes, les problèmes d'avancement, les problèmes de primes, des salaires et tout ça. Mais ceux qui doivent donc gérer tout ça, créent des péages, et c'est su de tout le monde. Les démarches sont faites devant tout le monde, dans ces différents ministères. Tout le monde le sait, et on fait semblant de ne pas le savoir. Mais pourquoi ils font semblant de ne pas le savoir? Parce qu'ils savent que le problème est en amont. Et comme tout est complètement déréglé en amont, ils n'ont ni la force ni le courage de régler le problème en aval. Donc, le gouvernement aurait dû se saisir de cette situation-ci pour camoufler, je l'ai dit tout à l'heure, sa bassesse, sa médiocrité, son incurie. Mais que de faire ça? Vous voyez des membres du gouvernement qui se gaussent allègrement devant l'opinion. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ma collègue, honorable Feugueux, est allée nous organiser un talk show au lieu de porter les problèmes des Camerounais. La doyenne d'âge. Oui, enfin, je sais qu'elle m'en voudra parce que je l'ai dit, c'est une maman que je respecte beaucoup. En attendant l'élection du bureau. Mais ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il y a une iniquité là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vous met en avant? On vous met les hautes instructions du président de la République. Mais écoutez, et même là, vous savez, il y a deux lignes dans le budget. Aujourd'hui, que je fais partie de ceux qui voient ça passer, à défaut de voter, je peux vous dire. Il y a la ligne 94 dont tout le monde parle qui est au MINPAD. Et puis il y a la ligne 65, c'est la même ligne, mais cette fois logée au ministère des Finances. C'est la ligne portant intervention spéciale. Et lorsque vous entendez que le président a donné des instructions, on va dans cette ligne ou dans ces deux lignes piquer de l'argent pour le faire. Mais c'est là-bas aussi qu'ils piquent de l'argent pour faire toute autre chose qui alimente leur beuverie. Et puis je crois qu'en 2021, il y a le secrétaire général de la présidence de la République qui a signé une note, qui elle-même était, dit-on, une haute instruction, qui disait que ces lignes ne pouvaient pas être engagées à plus de 100 millions si l'aval n'avait pas été donné par le président de la République. Donc, en fait, désormais, ils peuvent organiser leur beuverie en dessous de 100 millions sur ces lignes, l'un et l'autre étant ordonnateurs. Enfin, ce n'est pas toujours la beuverie, hein, c'est aussi ça qui permet d'aider certains projets ou d'aider certaines personnes. Mais on a donc plafonné cela pour que seul le président donne l'aval pour aller au-delà. Mais justement, on aurait pu aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu être décidé immédiatement et être fait en un mois ou deux. Mais ils sont encore entrés, comme à leur habitude, dans la progressivité, en se disant que le temps passant, la revendication allait s'émousser, les gens allaient passer à autre chose. Vous savez, on est dans un pays où un buzz remplace généralement un autre. Bientôt, on va nous parler, c'est pas trop, d'un bébé qui a avalé un bois et puis ça va occuper l'opinion. Et ils misent sur de telles choses. Mais non,
Et même, M. Dipita Tongo, quand bien même tout ce que je viens de décrire n'avait pas existé, ben voici une session qui commence. Ben on fait une révision de cette loi de finances. Puisqu'il faut trouver 190 milliards, fait 181, moi j'arrondis, il faut trouver 200 milliards pour éponger définitivement cette dette. Mais nous sommes en session. Je ne dis même pas qu'on en convoque une d'extraordinaire. Heureusement, ça a commencé le 17 février, donc un mois avant le début de la session parlementaire. C'est donc une occasion maintenant de nous envoyer cette loi de finances, parce que si nous, on l'initie au PCRN, ben écoutez, personne. Ça ne va pas prospérer, vous savez pourquoi.